Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 143. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice d'algèbre qui va plus précisément démontrer une jolie caractérisation des groupes finis. L'énoncé précis du jour est le suivant, soit G un groupe, on veut montrer que les assertions suivantes sont équivalentes. Que d'une part G est fini et que d'autre part G admet un nombre fini de sous-groupes. Alors j'ai deux petites choses au moins à dire concernant cet exercice avant de me lancer dans une résolution. La première, c'est que cet exercice est un exercice qui peut s'attaquer en première année de classe préparatoire à condition d'avoir suffisamment de connaissances sur les groupes. Là, il est quand même important d'avoir quelques outils et notions essentielles sur les groupes pour pouvoir attaquer cet exercice. Mais néanmoins, je pense que ces connaissances peuvent être obtenu en première année de classe préparatoire. Ça peut être pas mal quand même de l'attaquer plutôt en deuxième année de classe préparatoire, histoire d'avoir suffisamment de recul sur les notions. Mais en fait, on a très bien la possibilité de résoudre cet exercice en première année de classe préparatoire. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est un exercice qui a été proposé en colle au lycée Louis-le-Grand pour de la première année de classe préparatoire. Cet exercice est assez rigolo puisque en effet on fait un lien entre la finitude du groupe et la finitude de ses sous-groupes. Ce qui peut paraître plus ou moins étonnant puisque pourrait se poser la question s'il était possible qu'un groupe infini admette un nombre fini de sous-groupes. Et l'énoncé de cet exercice vous dit que non. À partir du moment où vous avez une infinité d'éléments dans votre groupe, il est toujours possible de construire une infinité de sous-groupes. Et ça va être l'objectif de cet exercice. Bon, voilà, finalement j'ai dit 3 choses au lieu de 2, mais c'est pas très grave, je pense qu'on a fait le tour maintenant. Donc je vais vous inviter à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice par vous-même avant que je ne vous propose moi-même une résolution. Ok, j'espère que vous aurez essayé, surtout qu'il y a, bon, normalement, vous devriez le voir, il y a un sens évident. Alors même plus qu'évident, c'est 1 implique 2. Alors, résolution. Bon, en effet, 1 implique 2, c'est évident. Et pourquoi c'est évident? Parce que les sous-groupes font partie des parties du groupe G, tout simplement, de l'ensemble G. Et donc, les parties de G, vous en avez un nombre fini, puisqu'il s'agit là d'une puissance de 2, c'est 2 puissance le nombre d'éléments qu'il y a dans G. Donc en effet, le nombre de sous-groupes, donc vous savez que les sous-groupes, je vais écrire comme ceci, sous-groupe de G, c'est inclus dans les parties de G. Et les parties de G sont cardinales, c'est 2 puissance le nombre d'éléments qu'il y a dans G. Donc c'est un ensemble fini, ce truc-là. Donc vous avez un ensemble de sous-groupes, votre ensemble de sous-groupes qui est dans un ensemble fini, donc ça veut dire que cet ensemble-là est fini. Voilà, c'est QFD. Et donc on va pouvoir s'attarder davantage sur le sens qui est difficile. Donc le sens 2 implique 1. Pour démontrer que 2 implique 1, alors on va peut-être pas partir du fait que G admet un nombre fini de sous-groupes pour montrer que G est fini. On va plutôt le faire par la contraposée. Pourquoi? Parce qu'on va avoir peut-être un peu plus de maniabilité à savoir ce qu'il en est pour le groupe lui-même, afin de voir ce qui se passe pour ses sous-groupes, plutôt que savoir ce qui se passe pour les sous-groupes de notre ensemble et conclure ce qui se passe pour le groupe en entier. Je pense qu'on a un petit peu plus de maniabilité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démontrer que non 1 implique non 2. Voilà, donc c'est la contraposée. Et on va alors supposer que G est infini. Alors ça serait bien en fait de se lancer à faire des petits exemples. Peut-être. Là, je pense que je vais me permettre de faire une petite parenthèse pour faire un exemple. Parce que ça va vous permettre de donner une idée de comment on pourrait attaquer l'exercice. Donc, si je commence par un exemple assez évident, c'est le cas où mon groupe, ce serait Z+. Est-ce que vous seriez capable, puisque là votre groupe est infini, est-ce que vous seriez capable de donner une famille infinie de sous-groupes de Z+? Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Ok. Eh bien oui, vous pouvez, et ces sous-groupes, vous devriez les connaître. Les sous-groupes, c'est NZ. Voilà, avec N entier naturel. Et donc pour n'importe quel N, vous avez un sous-groupe distinct.
Donc vous voyez que pour ce cas-là, ça se traite très très bien. Et pourquoi ça se traite très très bien? C'est parce que ce sous-groupe, enfin ce groupe là qu'on est en train d'étudier, c'est un groupe monogène. Donc on peut déjà traiter dans un premier temps le cas où notre groupe est monogène. Et en fait, pour le traiter, bah, ça va être exactement comme on vient de le faire. On va prendre un générateur de notre groupe et via ce générateur, bah, on va considérer là ici c'est des itérés, mais en gros c'est ça, hein, des itérés ou des puissances, si on utilise la notation multiplicative des groupes. Mais bref, des puissances de notre générateur pour engendrer des sous-groupes, et tous ces sous-groupes-là vont être distincts. Donc on peut déjà traiter le cas monogène grâce à cet exemple. Donc, premier cas, si G est monogène. Alors si G est monogène, donc soit petit g dans grand G générateur de G. Donc quand on dit générateur de G, ici pour la notation multiplicative, ça veut dire que G, c'est tout simplement l'ensemble des G puissance I pour I dans Z. Et donc vous voyez tout de suite pourquoi le cas monogène va se comporter de manière très similaire à ce qui se passe ici. Bah parce que tout simplement, vous avez un isomorphisme de groupe qui va aller de Z vers G et qui a I associe G puissance I. Et donc bah, les sous-groupes, c'est tout simplement prendre des multiples particuliers de I. Voilà. Donc en effet, je vais l'écrire comme ça. Ainsi, si je considère G, je ne vais peut-être pas l'appeler G parce que je n'ai pas envie d'utiliser, je vais l'appeler H. Donc si je note Hn, le sous-groupe engendré par G puissance n, donc c'est l'ensemble des G puissance ni, I dans Z, et eh bien ça c'est un sous-groupe. Est un sous-groupe de G pour tout n, entier naturel. Et donc ces sous-groupes sont tous distincts. Sont 2 à 2 distincts. Puisque bon bah là, si vous prenez G, si vous savez que vous avez un G puissance n et un G puissance m qui va apparaître dans votre groupe, vous allez forcément avoir G puissance le PGCD de n et m qui doit apparaître. Et c'est vraiment la même idée que ce qui se passe pour nz, pour les sous-groupes de z. C'est exactement la même chose qui va se produire. Bref, je vais passer quelques petits détails, mais il n'y a vraiment pas grand-chose à ajouter. Juste bien justifier pourquoi, en effet, Hn est différent de Hm, et c'est tout simplement parce que bah, si n et m sont distincts, bah, vous êtes assuré que n et m, bah, il y en a un qui ne va pas être multiple de l'autre. Grosso modo, c'est ça. Hein. Vous pouvez supposer que n est strictement plus petit que m, et dans ce cas-là, il y en a un des deux qui ne va pas être présent dans l'autre groupe. Voilà, vous pouvez très bien l'expliquer comme ça, je pense que c'est très très bien. Bref, voilà, vous avez donc ici une infinité de sous-groupes dans votre groupe G. Maintenant, qu'en est-il si G n'est pas monogène? Eh bien, on va la jouer monogène. Alors, on pourrait essayer de travailler sur des exemples, mais je pense que ça en vaut pas vraiment la peine. Bah, on pourrait faire Z croix Z, par exemple, peut-être avec la loi plus, si vous voulez. Mais je pense que de toute façon, l'idée générale peut se comprendre quand même sans forcément faire d'exemple. Mais vous pourriez, si vous le souhaitiez, travailler avec Z croix Z, qui est un exemple de sous-groupe qui n'est pas donc Z croix Z avec la loi plus. Et puis voir un petit peu ce qui se passe par rapport au lien monogène, qu'est-ce qui se passerait. Et en fait, bon, je pense que cet exemple-là n'est pas encore très... ne reflète pas vraiment ce qui va se passer de manière générale, bon, quoique. Mais en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est que vous pouvez très bien prendre un sous-groupe qui est monogène par rapport au groupe de départ et voir que bah, ce sous-groupe monogène ne va pas faire tout le monde puisque le groupe qui est là n'est pas monogène. Et donc, vous pouvez vous amuser à itérer un petit peu et dire, bah ok, maintenant j'ai un sous-groupe monogène. Si ce sous-groupe est monogène, déjà, je peux conclure très rapidement en prenant des sous-groupes de ce groupe monogène. Donc, ça peut se faire assez rapidement. Mais si le sous-groupe n'est pas... je pourrais très bien dire, je ne suis pas obligé de prendre un sous-groupe monogène, je pourrais très bien dire, bah, je vais peut-être prendre un sous-groupe un peu différent et voir un petit peu comment je peux ajouter un ensemble de groupes distincts. Ça peut être aussi une possibilité.
Parce que bon, monogène, ça suffit pas, hein, en vérité. Alors, je réfléchis juste 2 secondes. Oui, c'est ça. Donc, ce que j'allais dire, c'est que monogène. Oui, donc là, c'est monogène infini. C'est ce que j'allais dire, là, parce qu'il y a quand même une autre notion qu'il faut faire intervenir. Je vais le dire rapidement. Il y a aussi la question de cyclicité. Donc, si vous prenez un sous-groupe monogène, il faut quand même s'assurer que ce sous-groupe monogène soit infini pour assurer qu'on n'a pas cyclicité et qu'on ne se retrouve pas avec un sous-groupe fini pour lequel on pourrait prendre un nombre fini de sous-groupes. Voilà, il faut se retrouver avec un sous-groupe monogène infini et avec lequel on peut prendre un ensemble de groupes, enfin celui qu'on voudrait là. Donc là, ici, dans ce cas-là, on était assuré que le sous-groupe monogène ici, c'est bien infini, puisque G est infini et monogène, donc on n'a pas la cyclicité qui intervient. On est assuré que tous les puissances là sont distincts. Donc ça fait partie des petits détails, je pense qu'il fallait préciser dans le cas Hn que j'ai traité ici. Mais dans le cas où G n'est pas monogène, ce qui peut arriver, c'est qu'en effet, on prend un sous-groupe engendré par quelqu'un, mais que ce sous-groupe-là ne soit pas infini. Et là, on peut être un peu embêté. Voilà, c'est simplement ça que j'aimerais spécifier. Et c'est pour ça que je pense que cet exemple-là ne reflète pas vraiment le cas général qui pourrait se produire. Mais en tout cas, l'idée de base, ça va être de dire, par contre l'idée de base qui va être ressemblant à ce cas-là, ça va être de dire, bah, je vais prendre un élément non nul, et je vais prendre le sous-groupe engendré par cet élément. Enfin non nul, quand je dis non nul, c'est qui est différent de l'élément neutre. Et je vais prendre le groupe engendré par cet élément. Et en faisant ça, bah, là, je vais pouvoir assurer que, ok, j'ai bien un sous-groupe strict qui est compris dans ce que je veux. Et en fait, l'idée, c'est de chercher à itérer. Donc, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire un groupe, et je vais me poser la question, est-ce que le groupe engendre tout l'ensemble ou pas? S'il engendre tout le monde, bon, bah, je pourrais me ramener à ce cas-là, d'une certaine manière, bon, même si c'est pas tout à fait évident. Soit je vais me ramener à une espèce de récurrence. Et c'est exactement ce que je vais faire ici. Je vais faire finalement une preuve par récurrence. Donc on va démontrer par récurrence. Donc par récurrence sur grand N. Appartenance entier naturel non nul. Que pour tout groupe H infini, il existe une famille H1 jusqu'à H grand N de sous-groupes 2 à 2 distincts. 2 à 2 distincts. Voilà. Donc c'est ce que nous allons chercher à démontrer. Hop. Hop. Ok. Donc très bien, alors il faut que je commence par traiter le cas n égale 1 pour l'initialisation, bien sûr. Et bah pour l'initialisation, je vais juste prendre un sous-groupe monogène de mon groupe de départ. Donc je considère, donc là ici je considère H, le sous-groupe engendré par un certain élément G pour un G d'un grand G fixé. Et dans ce cas-là, à vrai dire, même G égale l'élément neutre, ça poserait pas de problème. De sous-groupe, je vais peut-être dire de sous-groupe strict. Ça sera peut-être un peu plus agréable. Donc, j'ai ça, fixé, pour un G fixé. Et donc, bah, comme grand G n'est pas monogène, on a H qui est un sous-groupe strict de G. Donc on a gagné, on a démontré ce qu'il fallait pour grand N égale 1. Et maintenant on va faire la récurrence. Donc comme d'habitude, hérédité, la partie difficile. On fixe, toujours les mêmes phrases, à un grand N entier naturel non nul, et on suppose je vais noter Pn. Voilà, on suppose le prédicat Pn, P grand N, vrai.
Montrons que P grand N plus 1 est vrai. OK. Donc, je vais tout de suite l'utiliser, cette hypothèse. Donc, j'ai G, mon groupe infini. Donc, je peux utiliser le prédicat P grand N et dire qu'il existe bien une famille G1, G grand N de sous-groupes 2 à 2 distincts et stricts. Donc, famille de sous-groupes 2 à 2 distincts de sous-groupes stricts 2 à 2 distincts de G. Ok. Et là, il y a deux cas de figure à traiter. Hein, c'est un petit peu ce que j'ai dit tantôt. Le cas de figure où l'union de tous les groupes, c'est différent de grand G. Et le deuxième cas où l'union est égale à grand G. Je vais mettre petit 1 et petit 2 à traiter. Hop. Je vais maintenant effacer ici. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo. C'est fait pour ça, le support vidéo. Faire des pauses s'il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris et dont vous avez besoin et pour lesquelles vous avez besoin d'un peu plus d'explications ou de réécouter les explications que j'ai pu donner. C'est fait pour ça. Hop. Donc on a ces deux cas-là à traiter. Je vais traiter le premier cas, qui ne va pas être très difficile. Donc si en effet, l'union des GI est différent de G, il suffit de prendre G un élément différent de... Enfin, n'appartenant pas à cette union. Et de considérer G grand N plus 1. G grand N plus 1 comme étant le groupe engendré par petit g. Et c'est là où vous voyez l'importance d'avoir supposé que grand G n'était pas monogène. Parce que là, vous êtes assuré que ce truc-là, c'est bien un sous-groupe strict de G. Donc ça, nickel. Et d'autre part, ce Gn plus 1 va être différent des autres groupes puisque petit g appartient à ce groupe-là, mais n'appartient à aucun autre. Des GI dans un grand N, car petit g n'appartient pas à GI, mais appartient à G grand N plus 1. Et donc c'est gagné, on a établi la récurrence. Donc ça c'était le cas peut-être le plus simple. Et le deuxième cas de figure, qui est un petit peu plus technique, mais vous voyez que j'ai pas besoin de dire que je prends un sous-groupe monogène et essayer de voir ce qui se passe. Parce que voilà, là, je vais peut-être me répéter, mais ce qui était important, c'était dans le premier cas, quand on a supposé que G était monogène, c'était monogène infini. Le problème, c'est que quand je fais ça, maintenant que j'ai un groupe qui n'est pas monogène, quand je fais ça, c'est peut-être pas impossible que ce sous-groupe-là soit fini. Donc je ne peux pas me permettre de dire, je prends un sous-groupe monogène, et après je prends tous les sous-groupes de ce groupe monogène. C'est pas impossible que le sous-groupe monogène que j'obtiens, il est fini. Et c'est d'ailleurs pas impossible que tous les sous-groupes monogènes du groupe qu'on travaille sont tous finis. C'est pas impossible ça. Et d'ailleurs, c'est un exercice que nous avons déjà fait ensemble. C'est pas mal, ça permet de faire un lien avec ça. C'était un exercice, alors je sais plus encore une fois le numéro, mais je vais mettre le lien en description. C'est un exercice où on avait étudié... Je me permets de faire cette parenthèse parce que je pense que c'est hyper important de s'en rendre compte. Si on avait étudié l'union pour n entier naturel non nul des racines p puissance n-ième de l'unité. Donc on avait vu cet exemple-là de groupe. Alors je peux prendre n égale 0, ça pose pas de problème. Donc on a pris cette union-là et on a démontré que ce truc-là c'était un groupe, d'une part, donc un sous-groupe de C. C avec la loi... C étoile avec fois, pardon. Donc c'est ça avec la loi fois, ok. On a notamment démontré, c'était un point hyper important, que tous les sous-groupes stricts, c'était des sous-groupes finis. C'était tous des sous-groupes de cette forme-là, U puissance P puissance U de P puissance N, je veux dire. Donc des racines P puissance
nième de l'unité pour un certain n. Donc voilà, c'est pas impossible que vous travaillez un groupe infini, ça c'est un groupe infini quand même, mais dont tous les sous-groupes stricts sont finis. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et c'est pour ça que l'exemple que j'ai donné avec Z croix Z ne reflète pas le cas général. Parce qu'il peut y avoir des cas très subtils dans lesquels les sous-groupes qu'on prend sont tous des sous-groupes finis. Je pense que c'est hyper important de s'en rendre compte. Donc voilà, je vais vous remettre la référence pour cet exercice en description. Je sais que c'était un exo de colle, je ne sais plus quels sont les numéros. Hein, à force d'en faire, après on ne retient plus les numéros, c'est un peu le problème. Mais enfin bref. Voilà, je pense que c'est un très très joli exercice d'ailleurs au passage, mais ça reflète bien la subtilité qui se cache derrière la question de prendre un sous-groupe monogène ici. Parce que là, je ne suis pas assuré que ce sous-groupe monogène soit infini. S'il est infini, oui, je suis content, mais s'il n'est pas infini, je ne peux rien faire. Bref, maintenant que je suis revenu sur cette subtilité, je vais revenir et démontrer le deuxième point, le cas un petit peu plus compliqué. Donc si l'union des GI, grand N, était égale à G, eh bien, ça c'est assez évident, vous savez que G est de cardinalité infinie, donc ça veut dire qu'au moins l'un des GI est de cardinalité infinie. Dans un N, tel que le cardinal de GI est infini. Et donc, je vais utiliser l'hypothèse de récurrence sur GI, car je vous rappelle que l'hypothèse de récurrence, je l'ai dit pour n'importe quel groupe infini. Hein. Je n'ai pas dit par rapport à H grand G spécifiquement, pour n'importe quel groupe de cardinalité infinie. Donc là, je vais pouvoir utiliser le prédicat, donc par... Et c'est assez rigolo d'ailleurs qu'on soit obligé de l'utiliser à deux reprises. C'est une première fois pour nous donner le setting sur les groupes, là, puis une deuxième fois parce qu'on a un des sous-groupes qui est de cardinalité infinie. Et si on veut extraire une autre famille de groupes qui nous permet d'obtenir n plus un groupe distinct, eh bien il faut utiliser l'hypothèse sur l'un de ces groupes infinis. C'est quand même assez rigolo. Bref, donc par l'hypothèse de récurrence, on va y arriver, sur GI, eh bien on a bien l'existence d'une famille H1, H grand N, de sous-groupes stricts de GI, 2 à 2 distincts. Ok, très bien. Et donc, eh bien pour former la nouvelle famille, alors attention, piège hyper important, il est peut-être pas impossible que parmi les groupes HI, il y a un des GJ. Pas impossible, j'ai pas dit qu'il y avait forcément des règles d'inclusion à respecter sur ma suite des GI. J'ai absolument rien dit là-dessus. Donc c'est pas impossible que l'un des HI que j'ai extrait ici soit égal à l'un des GJ. Mais par contre, la chose qui est certaine, c'est que comme c'est des sous-groupes stricts de GI, eh bien tous ces groupes-là sont distincts de GI. Donc rien ne m'empêche de compléter ma famille en disant j'ai H1 jusqu'à H grand N avec GI. Et là, ça marche. Donc ainsi, donc si je prends GI H1 jusqu'à H grand N, ceci me donne une famille de groupes, de sous-groupes stricts de G, puisqu'on sait déjà que G est strict par rapport, enfin GI est strict par rapport à G, et tous ceux-là sont stricts par rapport à GI. Donc ceux-là sont en effet stricts, des sous-groupes stricts de G, particulièrement. Donc c'est des sous-groupes stricts de G, 2 à 2 distincts. Parce que déjà, eux, ils étaient 2 à 2 distincts, et GI, comme je viens de le dire, chacun des HI est strict, HJ, pardon, est strict par rapport à GI, est un sous-groupe strict par rapport à GI. Donc GI est bien distinct de tous les autres. Donc voilà, une famille de sous-groupes avec n plus 1 sous-groupes. Et donc ça permet de conclure la récurrence. Donc vraiment, ne tombez pas dans le piège ici. Il n'est pas impossible que l'un des HJ qui est en jeu soit égal à l'un des GK, si vous voulez, qui est en jeu là-haut. Le seul truc dont on est certain, c'est que GI, il est distinct de tous les groupes qui sont ici parce que ces groupes-là sont strictement, sont des sous-groupes stricts de GI, donc sont strictement inclus dans GI.
Et donc voilà, on a notre famille. Donc ceci permet de conclure la récurrence, parce que j'ai traité les deux cas qu'il fallait traiter pour l'hérédité. Donc je termine mon hérédité en ayant montré que Pn plus 1 est vrai. Donc ainsi, je vais mettre, parce que ainsi, je l'ai déjà écrit, ou même par conséquent, c'est bien de varier aussi. Ça c'est important d'ailleurs pour la rédaction, ne pas hésiter à varier, parce que bon là j'essaye de le faire et parfois c'est pas génial, mais il faut quand même essayer de varier un peu les débuts de phrases en disant par conséquent, donc, ainsi, etc. C'est important pour la rédaction et c'est important aussi pour sa propre compréhension. De s'habituer à rédiger en essayant de varier un maximum les conjonctions qu'on doit utiliser. Hop. Donc par conséquent, Pn plus 1 est vrai, et par récurrence, et la récurrence est démontrée, plutôt. Et terminé. On a P grand N vrai pour tout grand N, entier naturel non nul. Et donc ça vous dit que pour n'importe quel, donc votre groupe là G il est infini, donc vous pouvez extraire n'importe quelle taille de famille, de sous-groupe strict de votre grand groupe qui sont 2 à 2 distincts. Et donc ça permet de conclure le résultat souhaité. On conclut le résultat souhaité. C'est-à-dire le nombre de sous-groupes de G qui est infini. Et on a donc établi la contraposée de l'implication qu'il fallait démontrer, c'est-à-dire 2 implique 1. Et donc, c'est fini, on a bien démontré que les deux assertions sont équivalentes. Donc voilà, c'est un très joli exercice et j'espère avoir bien fait comprendre la subtilité, enfin même les subtilités, parce qu'on n'a pas eu qu'une, mais les subtilités qui se cachaient dans la résolution de cet exercice. Très joli exercice, parce que oui, vous pourriez, encore une fois, ça répond à une question un peu naïve qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'un groupe infini peut comporter un nombre fini de ce groupe? Et la réponse est non. Grâce à ce joli résultat et donc ce joli exercice, nous avons pu démontrer qu'en effet, si un groupe a un nombre fini de sous-groupes, alors ce groupe se doit d'être lui-même fini. Et voilà, c'est quelque chose qui n'est pas si évident à voir, en tout cas, et j'espère que vous êtes convaincus dans cette résolution qu'en effet, ce n'était pas évident à faire. Et pour autant, on n'a pas utilisé des énormes outils de groupe, hein. On a utilisé essentiellement, peut-être les points importants, c'est monogène et cyclique. Alors ces notions-là, c'est vrai que c'est un peu borderline en première année de classe préparatoire, c'est pour ça que j'ai appuyé le fait qu'il est bon d'avoir quand même des connaissances assez solides sur les groupes avant d'attaquer cet exercice. Mais ça n'empêche qu'en première année de classe préparatoire, c'est pas impossible à travers des exercices de rencontrer ces notions-là, donc de monogène et de cyclique. Et j'espère avoir bien fait comprendre donc ces différents points et comment on pouvait résoudre cet exercice en prenant compte donc de ces différentes notions, donc monogène et cyclique dans tout ça. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à dire concernant cet exercice? A priori non, donc je vais me lancer dans le jingle. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice, ça fera toujours plaisir de discuter maths avec vous. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt.